Gare au FMI, gare à la Banque mondiale, gare aux différents clubs extrêmement gentils, entre guillemets, pour prêter de l'argent aux Africains. Dans les pays qui veulent accéder à la souveraineté, ces fonds monétaires internationaux, Banque mondiale, doivent être le plus tôt possible bannis de la liste des bailleurs de fonds. Je m'explique. Il faut éviter les crédits du FMI et de la Banque mondiale. Parce que ces crédits ne sont pas des crédits fiables en raison des conditionnalités injustes qui les accompagnent la plupart du temps. Ces conditionnalités, il y en a une qui en particulier est constante et qui a été dénoncée même par le dictateur camerounais Paul Biya. C'est l'orientation de l'usage des fonds. Quand on vous prête 50 millions de dollars au FMI, on vous dicte ce que vous devez faire avec les 50 millions de dollars. On choisit le programme dans lequel vous devez faire usage des 50 millions de dollars. Et bien souvent, le programme qu'on a choisi est un programme qui a pour but de renforcer la capacité économique de multinationales, de puissances qui, en réalité, financent le FMI, qui sont les propriétaires du FMI. Par exemple, on va vous donner un crédit et on va vous demander de développer la politique de vaccination contre le paludisme dans votre pays. Et dans tout ça, ça veut dire que les 50 millions qu'on vous a donnés, on vous demande de les donner aux grands lobbies pharmaceutiques qui vendent le vaccin anti-palu. Ainsi, le tour de passe est joué. On vous prête de l'argent par la porte, on le reprend par la fenêtre avec taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt, bien sûr, qui s'ajoute sur cet argent, ce sont vos matières premières qui vont le compenser. Donc, la première raison pour laquelle les pays africains doivent se sevrer, apprendre à vivre sans le FMI et la Banque mondiale, c'est que les crédits du FMI et la Banque mondiale sont en réalité des pièges ayant pour but de soumettre les économies africaines aux privilèges, aux conditionnalités, aux avantages des puissances qui, en réalité, et des multinationales qui financent ces banques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces crédits sont un motif de pression diplomatique. Une fois que vous avez accepté ces crédits, on fait valoir le fait qu'on vous a donné ces crédits comme une raison pour laquelle vous ne devrez plus vous exprimer sur toutes les questions concernant vos intérêts vitaux de manière très libre. Parce que si vous vous exprimez sur ces questions, on peut tout d'un coup changer les conditionnalités. On a toujours écrit une petite ligne dans le crédit qui dit que le taux d'intérêt peut varier. Et il y a plusieurs façons de faire varier le taux d'intérêt. Soit on crée des conditions nouvelles dans le domaine où vous voulez acheter les marchandises, ce qui permet de récupérer de l'argent sur votre dos, soit on crée des troubles dans votre pays, ce qui vous empêche de rembourser, et vous met donc sous pression du bailleur de fonds, qui commence à envoyer des délégations pour vous dire ce que vous devez faire dans votre pays. Donc, les prêts de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international sont des outils de pression diplomatique. L'Afrique doit progressivement s'affranchir des outils de pression diplomatique. Ça, c'est le deuxième élément pour lequel, pour ma part, je suis opposé à la continuité de l'emprunt africain auprès de ces institutions. Mais je n'ignore pas qu'il est difficile pour les gouvernements, avec la réalité dans laquelle le monde se trouve, de couper du jour au lendemain comme cela le cordon ombilical avec ces institutions. Mais j'indique ce qui pour moi est le cap de la libération africaine. Troisième élément important. Il ne faut pas développer les emprunts auprès de ces institutions parce que aucune de ces institutions n'a aidé un pays quelconque dans le monde à se développer. Je vous mets au défi, quelle que soit votre formation, économiste, banquier, etc. Trouvez-moi un pays de ce monde qui a été développé par la Banque mondiale et le FMI. Par contre, si vous cherchez des pays qui ont été appauvris par la Banque mondiale et le FMI, vous en trouverez des tas. Si vous trouvez des pays qui ont été asséchés financièrement, qui ont été capturés financièrement par la Banque mondiale et le FMI, eh bien, c'est la situation de la plupart des pays africains. Ceux, par exemple, qui ont été classés par la Banque mondiale et le FMI, pays pauvres très endettés. C'est le nom d'une capture économique d'un pays.
Ceux qui sont entrés dans ce qu'on appelle les PASS dans les années 90, programme d'ajustement structurel. Non, c'est un programme d'arrestation structurelle. C'est un programme pour vous arrêter, pour vous empêcher de vous développer. Parce qu'on ne veut pas que vous soyez des grandes puissances. Où est-ce que le FMI a développé un pays? En Grèce? Où le FMI a-t-il développé un pays? Où ça? La Banque mondiale. Ils ont développé quel pays? Quel pays du monde ont-ils développé? Ce qu'on constate au contraire, c'est qu'ils renflouent leurs banques, ils renflouent leurs réserves de change, ils renflouent leur capacité de prêt, et ils s'assurent la même mise sur les ressources naturelles de tas de pays, puisque les pays sont obligés d'hypothéquer leurs ressources naturelles en échange des crédits. Ça encore, c'est une divulgation qui a été faite à Mondovision par Paul Barthélemy Biya, le dictateur du Cameroun, en disant que même quand on obtient un crédit du FMI ou de la Banque mondiale, on n'obtient pas l'argent cash. Cela est toujours traduit sous forme de préemption sur les matières premières. C'est-à-dire, on dit aux Africains, donnez telle quantité de vos matières premières et on vous permettra d'accéder à telle quantité d'objets. Et à tel genre d'objets. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent qui est emprunté à ces banques-là ne devient jamais une somme souverainement détenue par les Africains. Voilà pourquoi les économistes africains, les gouvernements africains, les intellectuels, les théoriciens africains doivent se hâter de construire des modèles de financement qui coupent les ponts à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Car incontestablement, se battre contre le terrorisme d'un côté, le terrorisme sur le plan militaire, eh bien, ça suppose aussi qu'on se batte contre le terrorisme financier. Or, le FMI et la Banque mondiale sont des institutions qui braquent financièrement des États. C'est du terrorisme financier. Prêter de l'argent à un État en mettant des conditions qui font que cet État ne soit jamais capable de rembourser, c'est en réalité le terroriser. C'est la terreur. C'est vider les caisses de cet État. C'est le dépouiller. C'est le spolier. L'une des raisons pour lesquelles le président Sankara, paix à son âme, eh bien, fut détesté et traqué par l'Occident, c'est à cause du fameux discours qu'il avait émis sur la dette du FMI et de la Banque mondiale. Sankara, la dette. Écoutons ce que disait le président Sankara. C'est un discours inoubliable. Allez, on y va. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Les assassins techniques. La dette, c'est un assassinat technique. Ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement. Oui. Des bailleurs de fonds. Très bien. Internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Astaghfirullah. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire qu'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Très bien. Une reconquête savamment organisée. Oui. Pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères. Faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité
la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. C'est vrai. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Ça, c'est vrai. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. Très bien. C'est notre sang qui a été versé. Oui. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. Très bien. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence Très bien. ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe de tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise Motongando, laisse-les pleurer. Face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. C'est clair. Il y a donc lutte et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Monsieur le Président, nous entendons parler de clubs. Club de Rome, club de Paris, club de partout. Nous entendons parler du groupe des 5, du groupe des 7, du groupe des 10, peut-être du groupe des 100, et que sais-je encore. Eh oui. Il est normal que nous créions notre club et notre groupe. C'est vrai.
en sorte que dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau, le club d'Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba contre la dette. C'est clair. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons dire aux autres, en refusant de payer la dette, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc, notre club parti d'Addis Abeba devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale. Voilà, merci beaucoup. Ce discours du président Thomas Sankara, je l'ai écouté, je crois, au moins 200 fois. Je l'ai écouté tellement de fois. Il résume toutes les raisons pour lesquelles les Africains doivent sortir de la dépendance envers le FMI, la Banque mondiale, toutes les institutions dont le principe est, à travers la dette, de contrôler politiquement, de contrôler mentalement, spirituellement, de contrôler économiquement l'Afrique. Les Africains que nous sommes aujourd'hui devons nous imposer, en tant qu'État du moins, une diète s'il le faut, un devoir de diète, pour générer un marché financier africain endogène et essentiellement, s'il le faut, contracter de la dette auprès de puissances dont le projet géopolitique et géostratégique est compatible avec le nôtre. Voilà ce que je voulais dire. Il ne faut pas redonner du poil de la bête. Il ne faut pas redonner force et vigueur à la dépendance de l'Afrique envers le FMI et la Banque mondiale. Il faut amenuiser la puissance de ces institutions sur le continent, car c'est l'une des conditions de l'émancipation continentale. Mon argument central est celui que le président Sankara a donné. L'Occident et le Moyen-Orient ont plus à payer à l'Afrique que l'Afrique n'a à leur payer. Voilà pourquoi j'ajoute qu'il faut ouvrir en Afrique les procès des grands crimes négriers, coloniaux, néocoloniaux et impérialistes. Il faut les évaluer en milliards d'euros, en milliards de dollars et demander aux puissances qui ont bénéficié de la sueur du sang et des larmes des peuples africains et des richesses pillées de l'Afrique, leur demander de payer la différence. La différence est en faveur de l'Afrique, dans une véritable comparaison des redevances. Le président Sankara esquissait ici le principe de l'impossibilité de payer, eh bien, ceux qui ont bénéficié des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Mais aujourd'hui, les juristes africains du monde entier disposent du matériau juridique pour faire valoir des procès, pour faire valoir des condamnations, pour faire valoir des réparations. Et cela doit cesser d'être une fiction morale, cela doit cesser d'être un slogan, cela doit devenir une préoccupation des tribunaux, des appareils judiciaires, des juristes et des magistrats africains, une responsabilité des politiques. C'est extrêmement important car seule une telle démarche permettra à l'Afrique de desserrer l'étau des organismes de la dette qui se resserrent à chaque époque contre elle. Et là, sur ce point-là, c'est vraiment ce que je voulais dire et je pense avoir largement atteint mon objectif. La suite du programme. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.